suivre, il y a un certain nombre de règles qui vont être tenues. Première règle qui est tenue, c'est la force des slogans positifs. Aucun slogan n'atteint l'Occident ou ne sort la seule direction contre le régime et la dictature. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, comme c'est vrai partout, comme ce fut le cas auparavant. Deuxième des choses, la gestion des symboles. Vous allez remarquer, vous allez sur Internet et vous allez voir les différents symboles qui commencent en 2000 et qui vont être présents partout. Vous avez systématiquement le symbole du point. Il a différentes formes, mais il a le même symbole. Et ça, c'est des décisions qui sont prises dans la formation non violente, c'est-à-dire comment mobiliser les populations par des slogans positifs et des symboles rassembleurs au-delà des idéologies. Étonnant quand même. Et donc, de ce point de vue-là, vous allez avoir des gens qui vont admettre ceci. En 2008, un certain nombre de ces activistes du mouvement du 6 avril reviennent des États-Unis et se font arrêter. Ça veut dire qu'en 2008, le gouvernement égyptien est au courant de la formation de ces jeunes et les arrête avant qu'ils interviennent. En particulier, des jeunes femmes, dont une va réapparaître après, Asma, dans une vidéo qui... elle n'est pas arrêtée, c'est une autre qui est arrêtée en retour des États-Unis. Et donc, on a ici, depuis 2004, 2007, 2008, et ça s'accélère, des programmes de formation qui sont l'Institut Einstein, l'Institut de Freedom Institute, tous ces instituts qui sont basés aux États-Unis sont des instituts qui financent. En 2008, en Europe de l'Est, il y a une rencontre qui va être une rencontre de la création d'un réseau de ces cyberdissidents pour le Moyen-Orient. Il est très clairement lié au Moyen-Orient, c'est-à-dire il est ciblé, il est au Moyen-Orient. Il est organisé par, tenez-vous bien, des grandes compagnies privées et en particulier Google. N'oubliez pas Google parce qu'on va en parler tout de suite. Il organise ces réseaux-là et donc les États-Unis, qui financent les instituts, qui financent ces formations, sont tout à fait au courant. En 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Égypte envoie une note dans laquelle il annonce que des mouvements sociaux ont envie d'intervenir avant les élections du mois de septembre de cette année. C'est-à-dire qu'au mois de septembre de cette année, il y avait des élections qui étaient prévues et vous savez que Moubarak avait d'abord annoncé « je ne me présenterai pas aux élections » et la note, elle est écrite et elle est certifiée, elle est même confirmée, la note de l'ambassadeur qui est une femme aux États-Unis qui envoie au département américain le fait que voilà ce qui est en train de se préparer. Et moi je vous dis ceci pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout dans la thèse conspirationniste, mais je lis les faits. Et les faits y parlent. C'est-à-dire que cette idée que tout à coup, sui generis, de rien, est apparu à la fin de 2010, un mouvement qui a emporté tout le monde, c'est un mensonge. Ça ne tient pas sur les faits et que les faits montrent qu'il y a eu des gens qui ont été formés et qui ont été formés dans différents pays et qu'on savait ce qui se passait. On savait ce qui se passait. De ce point de vue-là, il faut aller loin dans cette étude-là pour savoir quelle était la part du prévisible et quelle est la part de l'imprévisible. Parce qu'il y a de l'imprévisible dans ce qui se passe. Aucun pays n'avait suspecté la capacité des Syriens sans armes de se mobiliser comme ils l'ont fait. Parce que là, ça, c'était pas prévu de cette façon-là. Et là, il faut aussi faire une analyse assez intéressante. La première chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez remarqué que donc, ces formations sont soit financées par des organes qui sont liés au département d'État, qui sont aussi liés, bien entendu, à des instituts européens. C'est vrai que des instituts européens font de la formation en Europe de l'Est et en Europe, comme aux États-Unis. Donc tout ceci est connu. Qu'à un moment donné, Ronem, qui est celui qui va être la figure montante du mouvement en Égypte, vous savez qu'il est aussi directeur de Google dans la région du Moyen-Orient. Ce jeune qui va apparaître à la télévision, pleurer à la télévision, mobiliser le peuple et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation. Lorsque le gouvernement égyptien décide de couper Internet, vous vous souvenez de ceci, ils ont tout coupé, c'était plus possible. Google va donner les codes pour pouvoir passer, pour pouvoir, comment dit-on, contourner
ces coupures-là et pouvoir avoir les codes satellites directement. C'est Google qui les transmet aux cyberdissidents et qui font qu'ils peuvent continuer à communiquer. Dans une émission qui aura lieu sur France Inter, un jeune cyberdissident pose une question tout à fait intéressante. Il dit, c'est tout à fait étonnant parce que vous avez eu, il y avait une des cyberdissidentes qui était sur le plateau, il dit, Google vous a donné les chiffres, mais quand nous, en Syrie, à côté de la frontière turque, on a demandé les codes pour pouvoir transmettre l'information, Google a refusé. Aux uns, elle l'a donné, aux autres, elle l'a refusé. Et donc, en l'occurrence, ici, vous savez vous-même, et vous l'aurez remarqué, que la position américaine sur la révolte égyptienne n'est pas la même que sur la révolte syrienne. En Syrie, on n'a jamais, dans un premier temps, demandé à ce que le régime tombe. Pendant des mois et des semaines, la seule position de l'administration américaine, c'était changer, réformer le pays de l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas faire tomber Bachar el-Assad, parce qu'il y a beaucoup trop d'impondérables, de non-possibilités de contrôle dans ce régime-là et surtout dans ce pays-là. Tout à fait étonnant de se rendre compte qu'il y a eu des attitudes totalement différenciées. Souvenez-vous aussi que Vodafone lance par le réseau des téléphones un message à tout le monde, rentrez à la maison et n'allez pas manifester. À un moment donné où on ne savait pas si l'Égypte allait passer dans un côté ou de l'autre. Et donc tout cela, il faut l'étudier parce que ces grandes compagnies-là qui interviennent sur le champ des révoltes, elles interviennent au nom de qui? Elles forment des gens au nom de quoi? Comment se fait-il que Google s'intéresse à la formation non violente et à la maîtrise des outils? Parce que si quelqu'un d'entre vous est assez naïf aujourd'hui pour penser que vous rentrez sur les réseaux sociaux sans être contrôlé par qui contrôle le réseau de votre liberté, ben vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Non, s'il vous plaît, c'est pas un meeting politique, c'est juste un meeting, juste un moment de réflexion. Il faut y réfléchir, c'est complexe. Parce qu'en même temps, on a envie de comprendre, puis on n'a pas envie de tomber dans l'espèce de paranoïa, tout est contrôlé. Moi, je ne suis pas du tout dans ça, mais j'essaye de regarder les faits, et je me dis, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous a jamais dit, et qu'il faut étudier. Tout ce que je vous dis là est référencé et n'a jamais été contesté par l'administration qui le savait, et même l'ambassadeur des États-Unis a confirmé le fait de ces notes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des notes qui sont parties en se disant que quelque chose se prépare en Égypte. Ce n'est pas venu de rien, ce n'était pas en octobre 2010, on est en train de parler de 2008, où il y a tout à coup quelque chose qui est lié à ces réalités-là. Une chose, et ce n'est pas terminé. Maintenant, on va en venir à une séquence encore plus courte, la Tunisie. Tout à fait étonnant ce qui se passe en Tunisie, et vous savez que le départ entre la mort de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé et qui s'est tué jusqu'au départ de Ben Ali, il y a 14 jours. Et l'un des premiers à avoir salué le peuple dans son soulèvement, à un moment tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore ce qui se passait, mais à 16 h de l'après-midi, le président Barack Obama salue le peuple et salue l'ère nouvelle. Et John Kerry, qui est le responsable au Sénat des Affaires étrangères, fait la même chose en disant c'est le début d'une grande ère dans le monde arabe. Eh bien maintenant, on connaît un peu les faits qui se sont passés et qui sont confirmés par un certain nombre de personnes au plus haut niveau du gouvernement tunisien, mais en même temps qui sont sortis dans la presse et qui sont sortis jusqu'au niveau au gouvernement français. Parce que la France a été dépassée par les faits, mais pas les États-Unis. En fait, Ben Ali est tombé dans un piège. Ben Ali, on sait aujourd'hui qu'il a quitté le pays en pensant qu'il allait revenir. Que l'idée que sa femme a pris un tiers des richesses avant de partir pour fuir le pays, c'est une rumeur qui n'a jamais été confirmée et qui est fausse. Elle n'a jamais pris un tiers. Mais ceci, c'était pour nous faire croire qu'il savait qu'il partait et qu'il quittait le pays. En fait, on les met dans un avion et on lui dit « va sauver, va protéger ta famille et dès que les choses se sont rétablies, tu viens ». Qui a pris cette décision? 3 personnes. Le haut commandement militaire tunisien, le ministre des Affaires étrangères tunisien et un homme qui est devenu le responsable de la CIA qui s'appelle Petraeus, qui était en Afghanistan. Il prend la décision de sortir Ben Ali, il faut qu'il sorte très très vite. Alors dans un premier temps, on pourrait penser que c'était pour que ça ne prenne pas tache d'huile, mais c'est pour une formidable capacité de mobilisation de ce qui se passe, de contrôle de ce qui se passe. Parce qu'il y a une attitude qui va se confirmer en Égypte et qui est également venue
du Conseil américain, c'est l'armée tunisienne ne tire pas sur le peuple. Il faut qu'elle reste neutre, c'est une position de win-win. Suivant comment ça va, vous allez gagner dans les deux cas, mais surtout vous ne tirez pas. Et donc en l'occurrence, quand Ben Ali part, il pense qu'il va revenir, et c'est une intervention de Hillary Clinton au niveau français qui fait en fait qu'il n'atterrit pas en France, confirmé par les Français. Cette histoire dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, elle sort en France, elle est dite sur Antenne 2, Pétréus et le commandement militaire prennent la décision de sortir avec la décision américaine. Et pour les Français, c'est une honte de se trouver être les premiers soutiens de Tunisie et les derniers à être au courant, voire de se voir imposer que Ben Ali n'atterrisse pas en France. Parce que si Ben Ali atterrit en France, c'est une carte qui est entre les mains de la France. Or, il atterrit en Arabie Saoudite. Et si vous ne le savez pas, si vous voulez atterrir comme dictateur en Arabie Saoudite, atterrir à Riyad, c'est avoir la carte blanche de Washington. C'est une réalité, ils le prennent et ils le placent là-bas pour qu'ils ne puissent pas intervenir. Quand vous réfléchissez à tous ces faits-là, la séquence historique qui précède, les faits qui accompagnent ceci par exemple, et puis les Américains dans leur relation avec l'armée égyptienne. L'armée égyptienne a vécu une fracture. Et à un moment donné, on ne sait pas dans quel sens les choses vont se passer. Il y a un soutien très clair à Moubarak de gens qui sont très près de lui et qui pensent que s'il lui tombe, tout le monde tombe. Et il y en a d'autres qui sont en lien avec les Américains. Et il ne peut pas y avoir de politique de l'armée égyptienne sans un lien avec les Américains, on le sait pour la formation. Quelques jours avant le déplacement et le changement de politique, un certain nombre de hauts responsables de l'armée égyptienne sont à Washington. Et donc, les positions américaines par rapport à ça vont évoluer et on a l'impression d'une totale déroute américaine. À 2 heures de l'après-midi, Barack Obama dit « l'histoire se déploie » en pensant que Moubarak va annoncer sa fin parce que le côté américain, les pro-américains veulent le faire sortir, et lui il annonce 2 heures plus tard, je reste. Et c'est dans la nuit que des émissaires qui veulent son départ viennent et lui disent et le menacent, si tu ne t'en vas pas, nous enlevons nos uniformes et nous descendons sur Médan et Tahrir. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est noté encore. D'accord? Et quand on pose la question aux Américains, département, est-ce que c'est un coup militaire? Réponse n'est pas un coup militaire, c'est une pression militaire sur le fait du départ de Moubarak qui voyait ses liens et ses soutiens s'en aller. Pour vous dire qu'à partir d'un certain moment, cette idée que tout se passe comme ceci par la volonté des peuples et puis que les militaires n'interviennent pas comme ça parce qu'ils sont généreux alors qu'ils ont soutenu un régime pendant des années, il faut cesser d'être naïf et il faut avoir la vue un tout petit peu plus large. Des décisions se prennent et des alliances se font. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout est sous contrôle, mais la volonté de contrôle des Américains puis des Européens est manifeste. Il faut absolument tenir ces pays, et en particulier l'Égypte, qui est centrale. Moi-même, quand on me posait la question après la Tunisie, je ne pensais pas que ça pourrait se passer en Égypte. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une évolution, et que cette évolution, elle reste effectivement un mouvement populaire, mais qu'il y a dans la formation de ces jeunes aussi des relations avec des financeurs, avec des pouvoirs qu'il faut analyser. Le mouvement du 6 avril en Égypte, par exemple, pour poursuivre sur la comparaison Égypte et Tunisie, il faut faire attention, comme l'a dit Omar, c'est vrai, toute situation est spécifique, il faut l'étudier de façon particulière, et en même temps il y a des parallèles. Eh bien, le mouvement du 6 avril, il faut savoir une chose, ce sont des personnes qui avaient rencontré, en l'occurrence, Baradei, comme on l'appelle en français, dès 2008 aux États-Unis, et qui vont être son soutien. Vous vous souvenez quand il est revenu pour participer aux élections et qu'il a été accueilli, tous ceux qui l'accueillent font partie du mouvement du 6 avril. Et à un moment donné, on a pensé que Baradei allait être le mouvement anti-Moubarak, pro-démocratie, et puis tout à coup on s'aperçoit que le peuple ne suivait pas, il n'avait pas la légitimité populaire. Pendant quelques semaines, il n'a pas la légitimité populaire. Et pourtant, effectivement, peu à peu,
eh bien, les choses vont changer. Et aujourd'hui, on nous annonce à nouveau qu'il est celui qui a pensé la révolte, qu'il est celui qui se présente, et on s'aperçoit qu'il y a un soutien, et que le mouvement de 6 avril est tout à fait derrière lui comme alternative démocratique.